Bien, bonjour à tous. Dans dans ce clip de révision, clip de révision que je viens d'inventer parce que je me suis dit que ce serait utile, particulièrement pour préparer l'évaluation qui aura lieu dans 2 semaines et demie quand même, 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc après le 11 mai, on va espérer aux alentours du 18, dans la semaine du 18 mai. Clip de révision, donc, qui ne se substitue en aucun cas à tout ce qui est fiche d'activité. Donc faites d'abord les fiches d'activité de votre côté, faites ça bien, et puis ensuite vous venez sur ces quelques minutes de schéma qui vous explique en version très très condensée l'essentiel pour les 4 problématiques qu'on a étudiées dans ce site internet qui est Salle 108. Donc, je commence donc avec où vivent les Grecs pendant l'Antiquité. Alors sur cette question où vivent les Grecs pendant l'Antiquité, on a vu qu'il y avait d'abord une organisation qui est très simple avec une ville, une campagne alentour et un accès à la mer. Alors dans toutes les cités-États grecques, on retrouve cette organisation qui est à peu de choses près la même. Donc une campagne qui est limitée, donc un espace rural limité. On le verra après, on reviendra sur cette question. Une ville qui est limitée par des remparts, généralement, remparts qui vont aller jusqu'au port. Je reviens un petit peu en arrière par rapport à ça. On a vu passer très rapidement, trop rapidement, mais les remparts de Marseille, des vestiges qu'on constate à chaque fois dans une cité-État, c'est que les remparts vont directement de la ville vers le port et qu'il y a donc cette continuité entre les deux ensembles urbains. Alors, ça montre à quel point les Grecs sont très attachés à la présence d'un port ici, et on va expliquer aussi pourquoi. Dans la ville, on retrouve, dans toutes les cités-États grecques, on retrouve l'agora, qui est une place qui peut avoir une fonction marchande, économique, politique également, qui est généralement au centre des villes. Donc l'agora peut être au niveau comment dire, du vocabulaire, il faudra s'en souvenir. La mer, à quoi ça sert? Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on s'est amusé dans chaque cité-État grec à mettre des remparts jusqu'au port? Eh bien, la mer permet évidemment d'avoir des ressources maritimes, et je pense aux poissons évidemment que cela peut octroyer, mais également c'est un moyen de défense, d'attaque, de fuite. Pensez que lorsque une ville est attaquée, la mer peut être un moyen de s'enfuir. Peut-être plus facilement d'ailleurs que par voie terrestre. Et puis enfin, c'est une possibilité d'expansion territoriale par les colonies. Alors on l'a vu à plusieurs reprises, les cités-États grecques, bien sûr, sont limitées géographiquement, territorialement, à quelque chose d'assez petit finalement, mais ont une autre stratégie d'expansion territoriale, c'est-à-dire qu'elles vont créer des colonies en envoyant des expéditions, donc des expéditions coloniales. On en a plusieurs exemples à travers les vestiges archéologiques, comme ici avec les trières, dont on sait que ça peut ressembler à peu près à ça au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour ce qui est de la suite, la campagne, ça sert à quoi? C'est pour les ressources terrestres, et notamment la culture de l'olive, très appréciée par les Grecs à l'époque, notamment l'huile, mais pas que. Et évidemment qu'on ne fait pas que de l'olive, le blé fait partie des productions de la campagne. Alors, si on regarde cet ensemble-là, on a tout autour des limites, donc une sorte de matérialisation de la zone frontière. Et si on regarde bien, ces limites sont matérialisées par des bornes que les Romains d'ailleurs prennent un petit peu plus tard euh, pour exemple aussi. Les Romains étaient très influencés par les Grecs et par cette culture qu'on appelle la culture hellénique et ces bornes qu'on appelle les bornes miliaires, qui ont été repris donc à la culture hellénique, qui est la culture grecque. Pour ce qui est de la suite, là vous avez
voilà une vue, on va dire, d'ensemble de ce que peut être la réponse à cette question, où habitent les Grecs en Antiquité. Il faut quand même garder en mémoire que la mer, bah, c'est la mer Méditerranée, qu'il y a donc plusieurs Grèces, donc la Grèce continentale, la Grèce d'Asie, la Grèce des îles, et puis l'ensemble des colonies qui sont formées autour de la Méditerranée, et que c'est comme ça que prospère la civilisation grecque. La suite, c'est comment les Grecs ont inventé la démocratie. Alors, sur cette question, on a vu que, déjà, à Athènes, par exemple, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on a un lieu qui est l'Ecclésia, qui est une sorte de forme d'amphithéâtre, de demi-cercle, qui permet d'accueillir le peuple. Alors attention, hein, sur cette question du peuple, on y reviendra, il faut être bien clair là-dessus. Peuple qui écoute un orateur, donc l'orateur c'est celui qui parle devant la population pour exprimer un argument qui a un temps limite pour convaincre son auditoire puisque il y a une présence d'un clepsydre, qui est une horloge à eau qui permet de donner un temps de parole égal à chaque orateur. Ce qui d'ailleurs a été repris plus tard dans les outils de la démocratie et notamment encore aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus une horloge à eau, c'est un chronomètre, mais enfin, c'est le même principe. Ça, c'est pour la démocratie. Démocratie, donc, pouvoir au peuple. Démos, c'est le peuple. Kratos, c'est du grec aussi, bah, c'est le pouvoir du peuple. Et alors, dans cette théorie, on va dire, tout le monde est citoyen, tout le monde a le pouvoir, et tout va bien. Sauf que, on s'aperçoit que dans la répartition de la population athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ, ben, il n'y a pas que des citoyens. Et qu'en réalité, si on regarde bien, femmes et enfants de citoyens n'ont pas de droits politiques, en tout cas pas les mêmes du tout que les citoyens classiques, puisque ils n'ont pas, par exemple, le droit de vote ici. Pareil pour les métèques, je rappelle, les métèques, c'est quand même les esclaves, enfin non, c'est pas les étrangers libres de la ville d'Athènes qui y travaillent, qui y résident, mais qui n'ont pas de droit politique ici, puisqu'il s'agit bien d'une citoyenneté restrictive, un peu refermée sur elle-même, et ça, il faut bien le comprendre. Les esclaves composent quand même 36% de la population, c'est-à-dire plus d'un tiers de la population sont composés d'esclaves. Alors on peut se demander comment se fait-il que les citoyens aient le temps de faire des débats idéologiques, politiques, et bien simplement par la forte proportion d'esclaves dans la population athénienne, puisqu'ils sont très nombreux, et ils vont faire le travail à la place des citoyens ici. Alors, je parlais de citoyenneté restrictive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu fermé sur eux-mêmes, et si on regarde lorsqu'un citoyen avait un enfant issu avec une femme, par exemple, esclave, ce qui est déjà arrivé maintes fois, eh bien, l'enfant ne devient pas du tout citoyen, mais il devient et il reste esclave, c'est-à-dire qu'il va prendre le statut le plus faible des deux dans un couple, et ça montre bien à quel point, j'allais dire, à Athènes, on a une vision très restreinte, très restrictive de la citoyenneté. Alors, on peut se poser la question, donc, est-ce que réellement on peut parler de démocratie ou d'oligarchie? Oligarchie, c'est quoi? Bah, c'est le pouvoir de quelques-uns, le pouvoir seulement de quelques-uns dans une société, et en l'occurrence, là, on parlera des 10% de la population athénienne, qui sont composés de citoyens, 10% seulement, 90% d'entre eux n'ayant pas la citoyenneté. Voilà, alors troisième question du coup qui en découle, c'est d'où vient l'inégalité entre les personnes vivant à Athènes ici. Alors sur cette question, bon, on a plusieurs penseurs, on va dire, Aristote, hein, Xénophon, on parlait d'Aristophane également. Ce sont des personnes, comme vous l'avez vu dans la fiche d'activité, qui ont une vision voilà, particulière, on va dire, des femmes, qui ont une vision particulière de tous ceux qui ne sont pas athéniens et tous ceux qui ne sont pas citoyens, et ont des mots qui sont très très durs. Alors dans leur mentalité, on le voit, la société, elle est organisée de cette façon. C'est-à-dire que les citoyens sont tout en haut dans la société,
ont le plus de pouvoir et de considération, et puis plus on descend, moins il y a de pouvoir et de considération dans la société athénienne. Donc les esclaves étant tout en bas. Au contraire, plus on descend dans les couches de la société, ben, plus on est nombreux. C'est-à-dire qu'on a vu que les citoyens, c'est seulement 10% de la société athénienne, alors que les esclaves, c'est une grosse, on va dire une majorité, c'est-à-dire 36%, en tout cas une majorité relative, 36% de la population, il n'y a pas plus haut. Donc c'est intéressant de voir que plus on descend dans les couches, plus il y a de monde en proportion. Donc cette société, elle est compartimentée, un petit peu, voilà, chacun a son propre tiroir, et quand on sort de ce statut-là, c'est compliqué, c'est-à-dire que on est esclave du verbe naître dans la société athénienne, ben, on ne peut pas en sortir. On ne deviendra jamais métèque, ou alors dans de très rares occasions, voilà, on est citoyen, bon bah tant mieux, on le restera jusqu'à la fin de sa vie, sauf exception d'ostracisme par exemple, mais enfin bon, ne rentrons pas dans les détails. Tout ça fait qu'on est dans une société pyramidale, comme vous le voyez, hiérarchique, hyper hiérarchisée, ce qui me fait dire que c'est une conception restrictive de la citoyenneté, comme on le disait avant, et une vision finalement élitiste de la société. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur les mentalités grecques de cette époque-là. Alors, question suivante, dernière question, quelles sont les grandes fêtes grecques pendant l'Antiquité? Alors, on avait pris deux comme exemple, donc la fête des Panathénées et puis les Jeux Olympiques, Jeux Olympiques qui ont une autre dimension. Alors pour la fête des Panathénées, on retrouve cette fête uniquement à Athènes, et bah, qu'est-ce qu'on y fait? Premièrement, on honore Athéna, et puis ça permet aussi d'unir tous les groupes de la société, puisqu'ils sont présents dans cette procession, vous l'aviez vu et remarqué. Alors ça a donc une fonction religieuse et une fonction sociale, dans ces deux cas, dans le cas de la fête des Panathénées. Alors pour les Jeux Olympiques, c'est autre chose, puisque on a aussi une fonction religieuse, mais on va dire plus englobante, puisque vous avez remarqué que là, on honore Zeus qui est peut-être le dieu commun à l'ensemble des Grecs pendant l'Antiquité, en tout cas celui qui est le plus courant, le plus puissant. Et deuxièmement, on a une fonction sportive, honorer le corps et l'esprit grec du combat. Si on regarde un peu toutes les disciplines qui sont présentées aux Jeux Olympiques antiques, c'est essentiellement on va dire des reconstitutions de combats. Ça passe de la lutte au pancrace, à la course. Bon, c'est quand même des compétences sportives dont on a besoin dans une guerre, dans une bataille rangée, on va dire. Et bien souvent, les sportifs eux-mêmes étaient armés, hein, de boucliers, d'épées, lorsque ils participaient à certaines épreuves. Et puis enfin, une fonction politique, puisqu'il s'agissait d'instaurer des trêves entre les cités grecques, c'est-à-dire de dire que bon, bah, voilà, maintenant c'est la paix pendant un certain temps, en tout cas pendant le temps des Jeux olympiques. Si on regarde bien ces deux fêtes, il faudra bien les retenir. Il y a deux dimensions à ces fêtes-là. Premièrement, ici, pour la fête des Panathénées, c'est plutôt une dimension locale. Et puis pour la fête des Jeux Olympiques, qui sont bien, les deux d'ailleurs, bien rythmés dans le calendrier grec, c'est plutôt une dimension régionale, puisque ça concerne l'ensemble des cités. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans ce petit quart d'heure qui m'a été donné que je me suis pris plutôt pour vous expliquer tout ça, et que j'ai pas été trop confus. Je le fais en une prise, hein, c'est vraiment la première fois que je fais ça, donc et puis ça me fait bizarre de parler à un ordinateur, mais enfin on fait ce qu'on peut. Voilà, je vous souhaite on va dire une bonne reprise. Je sais pas ce que ça change par rapport aux vacances de la semaine dernière, mais enfin c'est comme ça. Et puis je vous dis à bientôt, je l'espère, en tout cas dans 2 semaines. Et voilà, portez-vous bien et